Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment sur toutes les lèvres, une préoccupation quotidienne pour beaucoup, le pouvoir d'achat ici en France. Pour nous guider, on s'appuie sur des extraits d'une analyse assez poussée qui s'appelle Pouvoir d'achat, réalité, causes et solutions. Notre but, c'est simple, décortiquer tout ça, comprendre où on en est vraiment, démêler un peu les raisons de cette tension, voir les impacts concrets, et puis explorer les solutions qui sont mises sur la table dans ces documents. Et pour commencer, un chiffre qui marque tout de suite. D'après nos sources, 71% des Français s'attendraient à une baisse de leur pouvoir d'achat en 2025. Ou alors, cet exemple très parlant, quasiment 100 €, 97 € pour être précise, pour juste 3 sacs de courses. Et sans viande dedans. Bon, allez, on regarde ça de plus près. Oui, c'est un sujet absolument central. Ça touche au cœur du quotidien, la capacité à finir le mois, bien sûr, mais au-delà de ça, à pouvoir faire des projets, à vivre correctement, tout simplement. Le pouvoir d'achat, c'est pas juste un chiffre abstrait dans un tableau économique. Non, ça se traduit par des choix constants, souvent difficiles pour des millions de personnes. C'est une réalité très concrète. Et le tableau que dressent les documents qu'on a consultés est, disons-le, assez préoccupant. On a parlé des 71% d'anticipation négative, mais il y a plus. Les chiffres sont là. L'inflation cumulée sur les 3 dernières années, ça dépasserait les 15%. C'est énorme. Et le point sensible, c'est que les salaires, eux, ils n'auraient pas vraiment suivi ce rythme. C'est exactement ça le nœud du problème. Ce décalage qui s'installe entre le coût de la vie qui grimpe et les revenus qui, eux, stagnent ou augmentent trop peu. Et les conséquences, elles sont très directes. Les documents soulignent par exemple la hausse des loyers. On parle d'une prévision de plus 2,47% pour 2025. Bon, ça peut paraître technique comme ça, mais si on prend un loyer de 1 000 € par mois, ça fait presque 300 € de plus à sortir sur l'année. C'est loin d'être négligeable. Ah non, c'est clair. Surtout que ce poste, le logement, il pèse déjà très lourd, les sources le disent bien, ça peut manger plus de 30% du budget mensuel pour les ménages les plus modestes, c'est juste énorme. Alors face à ça, les gens s'adaptent comme ils peuvent, souvent en se serrant la ceinture. L'analyse montre que presque un tiers des gens, 32%, auraient réduit leur consommation d'énergie. On imagine le chauffage, l'électricité. Et, ce qui est peut-être encore plus inquiétant, 20%, donc une personne sur 5, qui aurait carrément renoncé à des soins médicaux parce que c'était trop cher. Oui, ce qui est frappant, et les documents le montrent bien, c'est vraiment l'accumulation. C'est pas juste le prix des pâtes, ou l'essence, ou le loyer tout seul. C'est tout ça en même temps. Une inflation qui dure et qui touche tout, des salaires qui ne compensent pas, et des dépenses fixes, comme le loyer justement, qui continuent d'augmenter. Ça crée une pression énorme, généralisée, et ça devient une difficulté de fond pour beaucoup de monde, y compris des gens qui ont un travail stable. Justement, comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui explique cette érosion du niveau de vie ? Les sources, elles, n'accusent pas une seule chose, c'est plus complexe. Effectivement, l'analyse met en lumière plusieurs facteurs qui se combinent. Le plus évident, celui qu'on voit tous les jours, c'est l'inflation généralisée. L'énergie a flambé, mais l'alimentaire aussi, les services. C'est le premier choc. Et puis, comme on le disait, il y a cette question clé des salaires. Dans l'ensemble, ils n'ont pas augmenté assez vite pour amortir cette hausse des prix. Ce décrochage, c'est vraiment un élément majeur. Et le logement revient encore. Son rôle est important dans cette mécanique, apparemment. Les sources rappellent ce système d'indexation des loyers sur l'indice de référence des loyers, l'IRL. C'est lui qui fixe le plafond des augmentations annuelles possibles pour les propriétaires. Et d'après l'analyse, cette IRL aurait grimpé de 9% en seulement 3 ans. Ça veut dire que, mécaniquement, beaucoup de loyers augmentent, que le salaire suive ou pas. C'est ça, c'est un peu comme un moteur d'inflation intégré au système locatif. Et à ça, il faut ajouter la pression de la fiscalité locale. Les documents parlent de la hausse des impôts fonciers dans certaines villes, et puis d'autres taxes qui pèsent sur le budget, qu'on soit propriétaire ou locataire ailleurs via les charges. Et enfin, on ne peut pas faire l'impasse sur le contexte international. Les sources sont claires, la guerre en Ukraine, les tensions sur le commerce mondial, la crise de l'énergie après le Covid, tout ça a eu des effets directs sur les coûts pour les entreprises, et donc au final, sur les prix qu'on paye en France. Notre économie n'est pas isolée, quoi. Le document donne un témoignage. Bon, ils disent qu'il est fictif, mais il sonne tellement vrai. Moi, j'ai un CDI, je bosse à plein temps. Et pourtant, je dois choisir entre remplir mon frigo ou payer mon chauffage. C'est fort comme phrase. Ça casse un peu l'idée qu'avec un CDI, on est forcément à l'abri, non ? Comment les sources expliquent que même des gens intégrés soient touchés ? C'est un point absolument essentiel.
que l'analyse met en avant. Cette baisse du pouvoir d'achat, elle ne touche plus seulement les groupes qu'on identifiait comme précaires avant, les chômeurs, les temps partiels subis, etc. Non, maintenant, ça frappe de plein fouet des gens qui se pensaient protégés. Des salariés en CDI, des couples où les deux travaillent, des professions intermédiaires. On parle de plus en plus de travailleurs pauvres et même la classe moyenne se sent fragilisée par ces chocs à répétition. Les frontières de la précarité sont en train de bouger. Cette généralisation de la difficulté, c'est un vrai changement. Au-delà des chiffres, des mécanismes économiques, c'est quoi l'impact sur la vie des gens, sur la société? Ça va plus loin que le portefeuille, j'imagine. Ah oui, largement. Les documents insistent beaucoup sur les conséquences sociales, humaines. Elles sont profondes. D'abord, il y a le stress financier qui explose. Vivre en se demandant tout le temps si on va pouvoir payer les factures, devoir faire des choix impossibles, ça pèse énormément sur le moral. Les sources parlent d'anxiété, ça peut aggraver le risque de burn-out au travail, et ça crée aussi plus de tensions dans les familles, dans les couples. C'est un fardeau invisible, mais lourd. On imagine bien. Et ça doit aussi toucher les enfants. Oui, inévitablement. L'analyse le dit, les repas sont parfois moins variés, moins équilibrés, parce qu'on ne peut plus acheter certains produits frais. Les loisirs, les sorties, les activités après l'école, ça saute souvent pour des raisons de budget. Et puis, il y a ce chiffre terrible du renoncement aux soins. Une personne sur 5 qui repousse ou annule un rendez-vous chez le médecin, le dentiste, ou qui n'achète pas ses lunettes. C'est un vrai risque pour la santé à terme. C'est terrible. C'est comme une double peine. On vit moins bien maintenant et en plus on risque des problèmes de santé plus tard. Et nos habitudes au quotidien, elles changent aussi beaucoup. Oui, les gens développent des stratégies. Le document chiffre ça. 64% des Français disent qu'ils attendent systématiquement les promotions pour faire leurs courses. C'est devenu un réflexe pour beaucoup. Et puis on voit d'autres changements, chercher les produits les moins chers, quitte à baisser en qualité parfois, se rabattre sur les marques de distributeurs, abandonner certains achats plaisir, et plus globalement, comme on disait, cette précarité qui touche même les classes moyennes, ça crée un sentiment de déclassement, d'inquiétude un peu partout. Il y a une phrase dans les extraits qui m'a marquée. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de dignité. Ça replace les choses, non? Ne pas pouvoir se chauffer l'hiver, hésiter avant d'acheter des fruits pour les enfants, refuser une sortie. Ce n'est pas seulement matériel, ça touche à l'image qu'on a de soi, à sa place dans la société. C'est absolument fondamental et l'analyse insiste là-dessus. Pouvoir couvrir ses besoins de base, manger, se loger, se soigner, mais aussi avoir une vie sociale minimale, c'est lié au sentiment de dignité. Quand on doit compter chaque euro, quand on se sent toujours limité, ça peut isoler, créer un sentiment d'exclusion. C'est bien plus qu'une ligne sur un budget, c'est certain. C'est un tableau assez sombre quand même. Mais les documents ne font pas que constater. Ils explorent aussi des solutions. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des leviers? Oui, et c'est intéressant, l'analyse structure les pistes d'action par échelle, individuelle, collective et politique. Ça montre bien qu'il n'y a pas une seule solution magique, mais plutôt un éventail de réponses possibles. Logique. Regardons ça. Au niveau individuel, au quotidien, qu'est-ce que les sources suggèrent pour essayer de protéger son budget? Alors là, c'est très concret. D'abord, mieux gérer son budget. Faire ses comptes, prévoir pour voir où va l'argent et où on peut peut-être réduire un peu. Ensuite, utiliser les outils qu'on a. Les comparateurs de prix sur Internet, les applis de bons plans, et puis changer ses habitudes d'achat. Acheter en vrac, c'est souvent moins cher, se tourner vers les circuits courts, la vente directe chez le producteur pour éviter les intermédiaires, ou même faire des achats groupés entre voisins. Des réflexes de consommateurs avertis, quoi. Oui, du bon sens, mais ça demande quand même du temps, de l'énergie. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire ensemble, au niveau collectif. Tout à fait. Et ça, c'est une piste intéressante, parce que ça ramène de la solidarité. Les documents parlent par exemple des groupes d'achats citoyens qui se développent. L'idée, c'est de se mettre à plusieurs pour négocier de meilleurs prix directement avec les producteurs. On voit aussi plus de marchés locaux en direct. Et puis, il y a tout ce qui est mutualisation, le covoiturage, l'échange de services entre voisins, un coup de main pour le jardin, du bricolage, organiser des gardes d'enfants ensemble. C'est de l'économie du partage, solidaire, qui aide à réduire les frais. Et ces initiatives collectives, elles ont un double intérêt, non? Faire des économies, oui, mais aussi recréer du lien, de l'entraide, à un moment où on peut se sentir isolé par les difficultés. C'est une forme de résistance. Exactement. Ça montre qu'il y a de la créativité, de la résilience au niveau local. Mais
Et les documents le soulignent aussi, ces actions individuelles et collectives, même si elles sont super importantes, elles ne peuvent pas tout résoudre face à des problèmes de fond comme l'inflation ou les salaires qui stagnent. C'est là qu'intervient l'échelle politique. Justement, quelles sont les pistes politiques mentionnées dans l'analyse pour agir sur le pouvoir d'achat? L'analyse liste plusieurs types de mesures qui relèvent des pouvoirs publics. D'abord, des actions pour augmenter les revenus, surtout les plus bas, avec l'éternelle question de la revalorisation du SMIC. Ensuite, des mesures pour essayer de contrôler les prix. On parle par exemple de bloquer temporairement les prix de certains produits essentiels. C'est une idée qui revient souvent en période d'inflation forte, avec ces débats sur l'efficacité et les risques. Il est aussi question de réformer la fiscalité locale, pour peut-être alléger un peu les impôts locaux qui pèsent sur les ménages. Et enfin, des aides plus directes, plus ciblées, les chèques énergie, les primes inflation, des soutiens spécifiques pour les familles ou les étudiants en difficulté. En fait, si on regarde tout ça, ce panel de solutions politiques, ça montre bien la tension, jusqu'où l'État doit ou peut intervenir pour garantir un niveau de vie correct, en plus de ce que les gens font eux-mêmes. On voit bien que c'est complexe, qu'il y a plein de niveaux d'action possibles, du budget perso aux décisions politiques, en passant par la force du collectif. Si on devait résumer ce qu'on retient de cette exploration des documents. Je dirais d'abord à quel point tout est lié. Le pouvoir d'achat, c'est pas juste une histoire d'argent. C'est lié à l'économie, bien sûr, mais aussi au social, au logement, à la santé, aux impôts, même à ce qui se passe dans le monde. Ensuite, les chiffres et les analyses confirment que la situation est vraiment tendue pour de plus en plus de monde. Et les témoignages, l'analyse des impacts sociaux, ça nous rappelle que derrière les chiffres, il y a des vies, des difficultés réelles, une question de dignité. Et enfin, l'éventail des solutions montre qu'il n'y a pas de fatalité. Les réponses doivent sans doute venir de partout, de chacun d'entre nous, des initiatives collectives et des politiques publiques. Il y a une phrase dans les sources qui résume bien l'importance de comprendre tout ça. Comprendre, c'est déjà résister. Savoir comment ça fonctionne, c'est le premier pas pour ne pas juste subir, et peut-être pour agir, chacun à son niveau. Comprendre pour ne pas subir, c'est une belle idée pour finir. Et pour ceux et celles qui voudraient justement aller plus loin, creuser un peu après notre discussion, les documents qu'on a utilisés citent quelques livres, une piste pour continuer la réflexion. Oui, tout à fait. Pour ceux qui veulent approfondir, les sources donnent quelques références intéressantes. Par exemple, pour une vision économique d'ensemble, il y a l'économie française 2023 de l'OFCE. Si on cherche un regard plus critique, Philippe Erlin a écrit « Pouvoir d'achat, le grand mensonge ». Dimitri Pavlenko, lui, a fait un travail de décryptage journalistique dans « Combien ça va nous coûter ». Pour comprendre l'impact social et l'arrivée de nouvelles formes de pauvreté, il y a Les nouveaux pauvres d'Anoukhul Attan. Et enfin, plus orienté solutions et adaptation face à l'inflation, Jean-David Haddad a publié Inflation, 9 vérités pour comprendre et s'adapter. Voilà, donc quelques pistes de lecture tirées directement de nos sources pour continuer à explorer ce sujet essentiel qui nous touche toutes et tous d'une façon ou d'une autre. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.